Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Monsieur Alfred Sawadogo. Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes donc sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, je reçois aujourd'hui Monsieur Alfred Sawadogo. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous avez écrit un livre, le livre qu'on appelle Les priorités de l'Afrique, et un livre très, très complet que vous avez écrit. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs. Alors, je suis le docteur Alfred Birondin Savadogo, docteur en télécommunication de formation. Et à côté donc de mes activités de docteur en télécom, disons que je me suis engagé dans la société civile. Notamment, donc, nous avons cofondé avec un ami un think tank depuis 2016 que nous appelons le Emerald BF, pour dire mouvement de réflexion sur les opportunités de développement du Burkina Faso, ce qui m'a amené donc à écrire pas mal d'articles, à produire pas mal de réflexions donc depuis 2016. J'en suis donc à mon quatrième livre, comme vous l'avez mentionné, qui est intitulé Les priorités de l'Afrique, dont nous allons en parler justement de long en large pendant cette émission. Notamment, j'y aborde trois grands axes. Et à côté de cela, donc, nous animons régulièrement des événements, des conférences, des formations pour la jeunesse, parce que nous sommes convaincus que le développement viendra des jeunes. Il faut donc outiller les jeunes, leur donner des capacités de s'inscrire en acteurs du développement. Très bien, félicitations, hein, vous êtes un jeune docteur. Merci. Et vous avez donc écrit ce livre, un livre que j'ai lu, hein, très complet, Merci. sur la politique, la bonne gouvernance. Mhm. Donc nous allons, vous avez énuméré donc 6 pôles Mhm. du livre, Ouais. et que vous appelez donc les mots clés du livre: Mhm. l'industrialisation, la bonne gouvernance, l'éducation, la citoyenneté, état de droit, masse critique et développement. Donc, nous allons commencer. Vous voulez qu'on commence par quoi déjà? Ce que vous voulez. Eh bien, donc, on commence déjà par l'industrialisation, parce que vous avez commencé dans le livre par l'industrialisation. Mhm. Donc, est-ce que vous croyez que le développement de l'Afrique passe par l'industrialisation? Absolument. Je dirais que l'industrialisation est l'alpha et l'oméga du développement. C'est-à-dire que quand vous regardez l'histoire économique des différents pays, vous pouvez donc étudier l'histoire économique de l'Occident, l'histoire économique de la Chine, vous vous rendrez compte que c'est à partir de l'industrie que l'économie a connu des mutations pour que ces pays passent donc de pays pauvres où les gens arrivaient à manger difficilement, les gens étaient logés difficilement, il n'y avait pas d'infrastructure. Donc, vous passez de cet état à des états maintenant développés où il y a pas mal de commodités, le système sanitaire est développé, les infrastructures sont développées et les gens mangent à leur faim. Les gens même ont maintenant des loisirs, de plus en plus de loisirs, parce que le niveau de vie et la qualité de vie ont augmenté. Donc, c'est l'industrialisation. Quand on revient surtout sur l'Occident, c'est à partir de la révolution industrielle que l'Occident a créé un gap entre son niveau et le niveau des autres pays dans le monde entier. Et donc, Excusez-moi, allez-y. sans vous couper, j'avais posé cette question à un professeur, Mhm. et lui, il m'avait parlé de l'agriculture. Il y en a Mhm. un qui m'a parlé d'agriculture, l'autre l'éducation. Mhm. Est-ce que vous croyez qu'on peut industrialiser sans passer par ces deux pôles? Alors, le titre du livre, c'est bien Les priorités de l'Afrique, éducation, technosciences et bonne gouvernance. Voilà, pour moi, en fait, il faut de la technoscience, il faut de l'industrialisation, mais forcément, ça passe par l'éducation. Donc, je suis d'accord que les deux sont convergents parce que c'est à l'école qu'on apprend aux enfants la physique, la chimie, les mathématiques, donc les bases de la technoscience. Et c'est à partir de la maîtrise de ces connaissances qu'on peut élaborer des technologies et aboutir donc à l'industrialisation, moyennant aussi donc le côté financement et puis les infrastructures qu'il y a derrière. Mais l'agriculture se nourrit de l'industrie, tout comme l'industrie également se nourrit de l'agriculture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour produire en masse dans l'agriculture, il faut des tracteurs, il faut de la modernisation, de la mécanisation. C'est grâce à la mécanisation que l'agriculture produit le nécessaire pour nourrir des milliards d'habitants. Si aujourd'hui on continue de cultiver à la daba, à la houe, je ne suis pas sûr qu'on pourrait nourrir les 8 milliards d'habitants. Ouais. Donc c'est grâce à l'industrie. Donc quand on parle de tracteur, c'est l'industrie. Le Oui. moteur du tracteur vient de la révolution industrielle. Absolument. Donc c'est à partir de l'industrie qu'on a boosté donc le développement de l'agriculture. Et l'agriculture aussi va nourrir l'industrie en ce sens que dès qu'on a les intrants agricoles, on peut les utiliser maintenant comme input dans l'industrie pour aboutir à l'agroalimentaire, des conserves et tout ça.
voilà, on consomme pas les produits agricoles de façon brute, mais on les transforme dans des usines Mhm, pour que ça devienne des produits agroalimentaires qu'on retrouve dans les centres commerciaux et autres que nous achetons pour nous nourrir. Donc, ce sont deux domaines qui se nourrissent mutuellement, mais je reviens sur le point de dire que c'est à partir de la révolution industrielle que l'Occident a créé un gap avec le reste du monde, c'est-à-dire que l'Occident a eu un ascendant sur le monde entier. Et même quand on revient, si je peux faire cette parenthèse, mhm, pourquoi les Européens nous ont colonisés facilement? mhm. L'une des raisons, c'est qu'ils avaient une puissance militaire qui était Oui, oui, supérieure oui. à Mhm, nos armes qui étaient sur place. mhm. Et quand on parle d'armes, les armes viennent de quoi? Ça De vient de l'industrie. l'industrialisation également. Oui. Donc c'est la Alors, base du tout. c'est la base de tout. Bon, et donc, vous avez également parlé de la bonne gouvernance. Donc, quand on met l'éducation, quand on met l'agriculture et l'industrie, eh bien maintenant, il faut quand même les gérer et mieux les gérer. Donc, que pensez-vous de la gouvernance de la plupart des pays africains en ce moment? Alors, la gouvernance également, c'est un sujet majeur. Comme je le disais, dans mon livre, il y a trois grands axes, l'éducation, la technologie et la bonne gouvernance. Alors, pourquoi la bonne gouvernance est centrale? La bonne gouvernance est centrale parce que j'ai essayé d'étudier les indicateurs socio-économiques de l'Afrique. Mhm. C'est la première grande partie du Oui, livre. ouais. Et dans cette première grande partie, j'ai essayé de regarder dans le secteur de l'éducation, quelles sont les réalités. Dans le secteur de la santé en Afrique, quelles sont les réalités. Au niveau des infrastructures, au niveau du numérique. Mhm. Donc, j'ai essayé de passer en revue tous les domaines, tous les Les segments de la domaines vie clés, les secteurs nationale, clés. voilà, dans tout pays, dans tous les pays africains. Et je me suis rendu compte que dans la plupart de ces domaines, on n'est pas à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire qu'il y a des déficits, il y a des manques, il y a une faible qualité. Par exemple, si vous prenez les systèmes de santé, les systèmes d'éducation, les Mhm. infrastructures, Mhm. il y a beaucoup de déficits. Mais en face maintenant de ces déficits, lorsque vous regardez les moyens ou bien le niveau de vie de l'élite dirigeante, Mhm. vous voyez tout de suite un contraste. On voit à côté des populations qui sont pauvres, qui ont du mal à manger 3 fois par jour, qui n'ont pas de quoi se soigner. Mais en face, on a des dirigeants, des élites dirigeantes qui sont à l'aise. Et il y en a même qui sont poursuivis en France pour bien mal Mal acquis. acquis. Et donc, quand vous mettez en face alors une population qui périt dans la misère et des dirigeants qui sont poursuivis pour bien mal acquis, vous comprenez que le problème de l'Afrique est fondamentalement un problème de gouvernance. Et c'est pour cela que j'ai essayé de m'intéresser à la gouvernance pour savoir comment justement on peut amener cette gouvernance à servir non pas les dirigeants, mais à servir les populations. C'est ce que j'appelle la bonne gouvernance. Pour moi, la Mhm. bonne gouvernance, c'est une gouvernance qui est en direction de la majorité, une gouvernance donc qui est orientée vers la satisfaction des besoins des populations. On parle de gouvernance publique, c'est-à-dire une gouvernance qui sert le public. Mais si la gouvernance sert plutôt le gouvernant que les gouvernés, Ouais. vous êtes d'accord avec moi qu'il a un problème. Et donc, moi, j'appelle de tous mes voeux à une gouvernance qui prend en compte les besoins de population, une gouvernance donc qui est contrôlée par le peuple, une gouvernance qui est donc au service de la majorité des populations. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que nous avons des ressources quand même assez faibles Mm. et donc des ressources qui ne sont pas suffisantes pour tout le monde. Donc d'où et il faut revenir aux fondamentaux comme l'agriculture, l'éducation, pour qu'au moins l'Afrique aussi soit performante dans un domaine. Alors, le problème des ressources est capital. C'est-à-dire que l'Afrique est pauvre. Pourquoi que je dis que l'Afrique est pauvre? Ça va choquer certaines personnes qui disent que l'Afrique est riche. Mm. Ceux qui disent que l'Afrique est riche, ils font référence aux richesses du Du sous-sol. sous-sol, oui. Alors que vous êtes d'accord avec moi qu'à la fin de la journée, ce ne sont pas les ressources du sous-sol qu'on mange, ce n'est Non. pas l'or qu'on mange, ce n'est pas le pétrole qu'on mange. Ouais. Donc on est d'accord sur ça. Oui. Mais quand on prend la production économique de l'Afrique, Mm. elle est faible, notamment elle est comparable ou inférieure à celle de pays tels que l'Angleterre. Mhm. L'Angleterre, c'est un pays, Mhm. l'Afrique, c'est C'est un 54 continent, pays, voilà. voilà, et l'Afrique, dans sa globalité, ne produit pas assez de richesses dans l'année que la Grande-Bretagne, que le Japon. Mhm. Donc, c'est ce qui fait que l'Afrique est pauvre, la production économique est pauvre. Et maintenant, quand vous parlez de ressources, effectivement, l'État a besoin de ressources pour financer l'agriculture, vous avez parlé de l'agriculture, Mhm. pour financer la santé, pour financer L'éducation. voilà, les autres domaines également. Mais d'où va venir cet argent? Cet argent vient essentiellement de l'impôt. Mhm. L'État prélève l'impôt et avec l'impôt, l'État va financer le service public. Mais chez nous, déjà, il y a des problèmes pour prélever l'impôt puisque plus de 85% de la vie économique est informelle. Donc, il y a des problèmes pour percevoir D'ailleurs, l'impôt. sans vous couper, j'ai Allez-y. reçu ici sur ce plateau Oui.
une compatriote à vous, une Burkinabé, D'accord. donc qui est docteur aussi Mhm. en fiscalité, D'accord. donc qui a parlé de la même chose, hein, que Mhm. voilà, c'est-à-dire que nous on collecte très peu d'impôts Tout à fait. chez nous. C'est ça, donc ça empêche de financer le service public parce que Mhm. pour construire des écoles, des routes, il faut évidemment de l'argent. Donc il y a cet aspect et également il y a des déperditions puisque vous savez que la gouvernance n'est pas optimale, si bien que même quand l'État arrive à percevoir, je sais pas, disons par exemple 100 milliards Mhm. d'impôts, dans ces 100 milliards, c'est pas tous ces 100 milliards qui vont aller construire des écoles et des hôpitaux. Malheureusement, à cause des inefficacités de la gouvernance, Mhm. il y a une partie de cet argent qui va disparaître en interne à cause de la corruption ou de l'évasion fiscale. On parle de flux financiers illicites. Mhm. Donc, il y a de l'argent qui va disparaître comme ça, si bien que ce qui va aller sur le terrain, c'est peut-être la moitié ou bien même Qui ne va pas 30% profiter aux aux populations ou bien populations. aux investissements dans le service public. Mhm. Donc, ce problème de ressources ne peut être réglé que par la bonne gouvernance. La bonne gouvernance suppose donc une gestion rigoureuse des ressources. Si on a pu collecter 100 milliards, tous ces 100 milliards doivent aller pour améliorer les conditions de vie des populations. Et vous allez voir que plus l'argent collecté sert à financer réellement les besoins des populations, il y aura une meilleure confiance entre le peuple et les dirigeants. Et quand il y a une meilleure confiance entre le peuple et les dirigeants, c'est là maintenant que l'État peut prélever plus d'impôts parce que les gens ont confiance. Je ne Mhm. donne pas mon argent à l'État si je n'ai pas confiance en l'État. Donc plus l'État va montrer qu'il y a de la bonne gouvernance, plus les gens seront enclins, les citoyens seront enclins à donner l'impôt et avec l'impôt, le budget national peut augmenter et servir plus à améliorer le service public. Donc pour moi, en fait, c'est un cycle vertueux qu'il faut installer en ce sens. Est-ce qu'il y a des fois je demande à mes invités, est-ce qu'il y a des bons élèves dans ce domaine-là en Afrique? Mhm. Vous qui connaissez très bien, parce que vous avez parlé donc de la bonne gouvernance des 54 pays à peu près. Mhm. Donc est-ce que là-dedans, ils ne sont pas tous pourris? Alors, oui, on n'ira pas dans le sens de pourri ou pas pourri, Ouais. mais oui, quand on prend la bonne gouvernance, il y a des critères, il y a des critères de bonne gouvernance. Et ces critères, c'est quoi? C'est la redevabilité. C'est-à-dire qu'un système de bonne gouvernance, c'est un système dans lequel les dirigeants viennent rendre compte aux populations. Un système de bonne gouvernance suppose la transparence. Il faut qu'il y ait de la transparence dans la gestion, par exemple, des finances publiques. Il faut que les citoyens sachent quelles sont les sommes qui rentrent dans les caisses de l'État, que les citoyens soient au courant également des sommes qui sortent des caisses de l'État, tout cela dans la transparence. Il Mhm. faut également ce qu'on appelle la participation citoyenne à la vie publique. Mhm. Quand il y a tous ces critères, notamment également avoir une justice qui soit transparente, avoir des médias qui soient actifs pour donc relayer l'information, la bonne information. Donc si on a tous ces ingrédients, on parle de bonne gouvernance. Donc on ne parlera pas de pourri ou pas pourri, mais on parlera de à quel pourcentage les pays donc s'ajustent en fonction des critères donc, de bonne gouvernance. C'est vrai qu'il y a des pays qui font des efforts, par exemple, pour la redevabilité. Il y a des pays qui font des efforts au niveau de la transparence. Il y a des pays qui font des efforts pour tenir compte de l'avis des citoyens dans la gouvernance. Il y a des pays qui font des efforts pour améliorer les capacités techniques et financières des médias, par exemple. Donc, chaque pays fait des efforts, mais pour moi, en moyenne, tous ces efforts doivent permettre donc que la gouvernance soit vertueuse, de sorte à servir les intérêts des populations et non pas les intérêts des Et la dirigeants. démocratie dans tout ça. La démocratie est liée puisque la démocratie suppose l'état de droit et la bonne gouvernance. Et donc la démocratie, ce serait donc mettre au cœur du système la volonté du peuple. Parce que la démocratie se définit comme le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Mhm. Et ça ne diffère pas de ce que j'ai cité comme critère de bonne gouvernance, c'est-à-dire la transparence, la redevabilité, la participation citoyenne à la vie publique, une justice qui soit libre et indépendante, des médias également qui peuvent transmettre l'information aux citoyens. Donc c'est très lié. Quand il y a la bonne gouvernance, quand il y a du moins la démocratie, la bonne gouvernance s'enchaîne automatiquement. Donc la démocratie, pour moi, c'est une valeur pour laquelle nous devons lutter. Nous devons installer la démocratie. Les gens pensent que la démocratie, c'est une vision occidentale du monde. Je ne pense pas que ce soit une vision C'est-à-dire, occidentale. organiser des élections tous les 5 ans. Et puis voilà, C'est donc ça le problème. En fait, voilà, les gens ont une vision très réductrice de la démocratie. La démocratie, ce ne sont pas juste les élections. Si vous faites les élections et que vous enlevez tous les 5 éléments que je viens de citer, on n'appelle pas ça une démocratie. Justement, c'est cette démocratie dévoyée qui a été appliquée en Afrique, c'est-à-dire juste faire des élections. Mais derrière, la justice n'est pas libre, la presse également n'est pas indépendante. Et derrière, il n'y a pas de il y a la transparence, il n'y a pas corruption. de redevabilité, voilà, il y a la corruption. Donc, il y a tous ces éléments, si bien qu'on n'appelle pas ça une démocratie. Quand vous Donc appliquez tous les ça, pays africains ont essayé ce système. mhm. Et aujourd'hui, il y en a qui ont fait marche arrière. Par Oh, exemple, et les militaires ont repris le oui, pouvoir. il y a des pays qui l'ont appliqué avec sincérité et Ouais. on a vu les résultats. Si vous considérez le Sénégal,
Sénégal. Le Sénégal a compris que la démocratie allait dans le sens de l'intérêt du peuple. Le Sénégal s'est attaché à cultiver la démocratie et voici les résultats qui sont palpables. Mmh. Nous avons aujourd'hui un opposant qui a remporté les élections en mars 2024 alors qu'un mois auparavant, il était en prison. C'est Mmh. spectaculaire et Mmh. ça fait la fierté de l'Afrique. Vous prenez des pays également comme le Botswana, ce sont des exemples de démocratie. Le Le Ghana, les Ghana. élections également se sont passées en toute transparence. Aucun incident n'a été signalé. Donc, ça montre qu'il y a des Africains qui croient à la démocratie, il y a des Est-ce que ce n'est Africains. pas aussi par les personnes? Mhm. Parce que le Libéria qui a connu d'affreuses guerres, et donc George Weah est arrivé au pouvoir par les élections. Quand il a perdu le pouvoir, là, il est parti tranquillement, donc il n'a pas engagé le pays Oui. dans une nouvelle guerre. Je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a des individus qui ont de la vertu et c'est très bien. Dans une société, si on trouve des individus, des leaders qui ont de la vertu, c'est très bien. Mais si on doit se cantonner sur les individus, on risque de passer à côté de l'essentiel Mm. parce que ces individus sont assez rares. Donc ce qu'un pays doit faire, c'est essayer d'inscrire la vertu dans les institutions. Mhm. Et Et que lorsqu'on ça soit arrive à le faire, respecté. voilà, c'est ça. Parce qu'il y a aussi le respect. Tout Parce à que fait. toutes les constitutions en Afrique sont bien rédigées, Oui, très bien rédigées, mais oui, le problème, c'est l'application tout à fait. et le respect. En fait, il y a d'un côté le pouvoir, il y a de l'autre côté les contre-pouvoirs. Et lorsque nous sommes en démocratie, on renforce les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, c'est quoi? C'est notamment les organisations de la société civile, ce sont les médias, ce sont des entités qui sont là pour donner de l'éducation, permettre aux citoyens de savoir ce qui se passe dans le pays et défendre les intérêts des citoyens. Faire en sorte que le dirigeant n'ait pas droit de vie et de mort sur tout le monde. Parce que si un dirigeant se trouve avoir un pouvoir absolu, il risque d'écraser son peuple. Et donc, le rôle des contre-pouvoirs, c'est de faire en sorte que le pouvoir, ceux qui sont aux manettes, les autorités, puissent respecter la loi. Nous avons la Constitution, il faut surveiller, il faut que chacun de nous soit donc un gardien de l'état de droit, un gardien de la Constitution, de telle sorte que le dirigeant ne puisse pas faire des choses qui vont à l'encontre de la Constitution. Donc, il faut des institutions, des associations, des fondations, des ONG, des médias pour se mettre ensemble et éviter que le prince du moment ne puisse écraser donc la Constitution. Donc pour moi, il s'agit vraiment de la construction d'état de droit, de bâtir des institutions solides plutôt que de compter sur la vertu des individus. Vous avez parlé aussi de masse critique. Mhm. Qu'est-ce que vous appelez par là? Voilà, masse critique pour moi c'est très important parce que je pars du principe que seul on ne peut pas changer le monde. Mhm. Voilà, si on veut changer le monde, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Vous avez beau avoir des valeurs, des idées, si vous n'arrivez pas à convaincre un certain seuil critique de personnes pour qu'ils adhèrent à vos idées et que vous les portez ensemble, vous ne pourrez rien changer. Donc, si on parle d'état du droit, si on parle d'industrialisation, si on parle donc de technologie, si nous ne sommes pas nombreux à porter ces causes, on ne pourra pas les imposer dans le débat public, on ne pourra pas les imposer en Afrique. D'où donc cette notion de masse critique, c'est-à-dire que nous qui sommes des leaders d'opinion, nous devons nous mettre en avant, nous devons convaincre, nous devons aller dans les villages, dans les quartiers, dans les communes, convaincre. Parce que si demain, il y a 100 millions d'Africains qui adhèrent à ce que moi je dis dans le livre ici, c'est sûr que ces idées vont s'imposer en Afrique. S'il y a 200 millions d'Africains qui adhèrent à ces idées vont s'imposer. Donc il s'agit d'aller chercher l'assentiment du plus grand nombre. Et ça rejoint justement encore le point de la démocratie, parce que la démocratie justement c'est l'opinion de la majorité qui l'emporte. Mhm. Et donc allons chercher cette majorité d'Africains qui croient en l'éducation, qui croient en la bonne gouvernance, qui croient en la technoscience, et essayons donc d'imposer ces trois axes dans le débat public africain. Mais ce que aussi le citoyen africain remarque, Ouais. c'est que les gens qui ont de très bonnes idées, qui ont vécu en Occident ici, dès qu'ils arrivent dans leur pays, ils arrivent au pouvoir, et on ne les reconnaît plus. Ils changent radicalement. Et les idées ne sont pas en adéquation avec la pratique. Oui, c'est vrai que c'est un constat malheureux. Il y en a qui portent effectivement un discours lorsqu'ils sont hors du pouvoir, mais dès qu'ils rentrent dans le pouvoir, ça devient autre chose. Mais ça veut dire tout simplement que oui, le pouvoir exerce une certaine force, une certaine pression sur les individus. Il y a des institutions qui sont tellement dévoyées que dès que vous rentrez à l'intérieur, ces institutions vont vous aspirer en quelque sorte. D'où l'importance encore de pouvoir s'allier à d'autres forces progressistes comme vous pour avancer. Moi, je ne conseille pas à quelqu'un d'aller seul pour vouloir changer le monde. Non, mettons-nous ensemble, identifions 5, 10, 15, 20 personnes qui partagent donc cette vision d'intégrité, cette vision d'efficacité.
mettons-nous ensemble pour essayer de changer les instruments et les institutions. Mais aller seul, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors, donc, vous avez aussi dit apprendre comment développer votre leadership personnel. Ouais, tout à fait. Dans le livre, justement, pour ne pas que le livre soit juste un, je veux dire, une compilation d'idées, de propositions. J'ai voulu aussi partager mon expérience parce que, comme je l'ai dit, en 2016, donc ça fait maintenant 9 ans, nous avons lancé un mouvement citoyen. Et Mhm, dans le cadre de ce mouvement citoyen, vu que je suis cofondateur, j'ai dû donc exercer un leadership pendant 9 ans. Et donc, j'ai accumulé beaucoup d'expérience sur comment gérer une organisation, sur comment donc porter une cause. Parce que pendant ces 9 ans, nous avons porté, par exemple, des causes sur l'entrepreneuriat des jeunes, sur l'éducation, sur l'économie. On a fait beaucoup de propositions que nous avons amenées dans le débat public et on essaie de pousser ces propositions. Dans le livre, donc, j'essaie de partager mon expérience mhm, pour montrer comment un leader, que tu sois un leader dans la société civile, un leader politique, un leader dans les syndicats, un leader même dans la culture ou dans d'autres domaines, parce que le leadership, par définition, c'est tout simplement de l'influence. Que tu influences en politique ou autre part, c'est du leadership. Donc, j'essaie de partager des clés pour que ceux qui sont intéressés puissent développer leur leadership, parce que je crois aussi que le leadership est une solution aux problèmes que rencontre le monde. Partout dans le monde entier, là où il y a des besoins, là où il y a des défis, il y a une nécessité de construire des leaders qui vont relever ces défis-là. mhm. Alors, donc, et puis aussi, donc, pour, par exemple, pour vous avez dit les principes. Bon, on a évoqué les principes de l'état de droit Ouais. et qu'il faut respecter, donc comprendre le rôle de la société civile. Vous en avez parlé, la contribution de l'Afrique à l'industrie mondiale. Mhm. Donc, que l'Afrique participe peu Très peu. à l'industrie et au commerce mondial aussi, même le commerce. Oui, Parce qu'il faut déjà ouais, les deux sont produire liés avant de commercer, tout à fait. pour vendre. Tout à fait. Et donc, mais pourquoi il y a eu ce retard, Mhm. ce retard énorme Mhm. de l'Afrique par rapport aux autres nations? Mhm. C'est parce euh, il y a une combinaison de facteurs ou bien il y a un facteur principal parce qu'il Mhm. y a de l'instabilité dans les États. Mhm. Il y a des Oui, États qui ont connu des oui, guerres c'est sûr. atroces. C'est sûr. C'est sûr que le déficit en matière d'industrialisation s'explique par plusieurs raisons. Déjà, il faut se dire que pour développer l'industrie, il faut donc déjà l'école, l'éducation, Mhm, parce que les ingénieurs, les techniciens, les chercheurs qui inventent et qui maîtrisent la technologie, ils viennent de l'éducation. mhm, Il faut le financement. On ne mhm. construit pas de grandes usines sans le financement. Il faut également les Sans infrastructures. capitaux, Il oui. faut de l'énergie, Mhm, il faut des routes pour mhm, convoyer donc les produits, les marchandises, l'accès au marché à travers les infrastructures. Il faut également donc protéger les industries naissantes. Voici 4 grands axes majeurs pour développer l'industrialisation. Et lorsque vous regardez au lendemain des indépendances, on n'avait pas ces conditions qui étaient réunies. mhm, Les gens étaient faiblement éduqués, il y avait peu d'infrastructures, peu de financement parce que les banques se comptaient au bout des doigts mhm, et avaient peu d'argent pour financer l'économie. Et donc, quand vous regardez tous ces facteurs, c'est normal que l'Afrique ait connu une industrialisation tardive. Mais pour moi, le point fondamental, c'est qu'au lendemain de l'indépendance, la conviction que j'ai, c'est que les leaders n'avaient pas l'industrialisation comme priorité. Ah, Ce n'était d'accord. pas une priorité. Mhm, pour eux. Voilà, la preuve, c'est que il n'y a pas de grands projets qui ont été portés dans ce sens. On n'a pas senti de volonté manifeste, mais bon, je comprends parce que le contexte aussi ne s'y prêtait pas, parce que quand vous regardez le niveau d'éducation, le niveau de financement, les infrastructures, il y avait beaucoup de lacunes. Donc, Mhm, il n'y a pas eu cette idée d'ériger l'industrialisation en priorité. Et donc, jusque-là, on continue de traîner ces déficits. Et tant que rien n'est fait pour vraiment identifier l'industrialisation comme priorité, on aura du mal à avancer. Donc moi, je milite, voilà pourquoi j'ai lancé donc l'idée à travers le livre pour alimenter le débat public, pour qu'on revienne à ces fondamentaux. Parce que pour moi, ce sont les fondamentaux. Parce que les gens vendent par exemple les services, oh non, on va investir dans les services. Les services, c'est bien, mais aucun pays ne s'est développé seulement avec les services. avec les Il cerfs. faut de l'industrie. Donc, et si on parle un peu du franc CFA, Mhm. est-ce que le franc CFA n'est pas aussi handicapant pour ceux qui l'utilisent, pour les États qui l'utilisent? Alors, il y a plusieurs écoles en la matière. Il y a certains économistes qui trouvent que le franc CFA pose problème. Il y a des économistes qui trouvent que le problème de l'Afrique francophone ne réside pas dans le franc CFA. Alors, je ne suis pas économiste, Mhm, donc j'avoue que je n'ai pas un avis tranché là-dessus, vu que d'accord. les experts eux-mêmes n'arrivent pas donc à se situer de Mhm, façon unanime. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a des pays qui ont le franc CFA, mhm,
des pays qui n'ont pas le franc CFA et qui ont à peu près des niveaux de développement équivalents. Mhm, Donc pour moi, si le franc CFA était si décisif que cela, on devait sentir une différence majeure entre les niveaux de développement. Donc oui, le franc CFA peut jouer. Je ne dis pas que le franc CFA ne joue pas. Le mhm. franc CFA peut jouer, mais à mon avis, ce n'est pas le facteur déterminant. Sinon, les pays francophones qui n'utilisent pas le franc CFA, ou bien les pays de façon générale africains qui n'utilisent pas le franc CFA, seraient beaucoup plus développés que ceux qui utilisent le franc CFA. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce que quand vous regardez, nous sommes quasiment à quelques exceptions près Au au même même niveau. niveau. Ouais. Alors, vous avez dit identifier les priorités de l'Afrique. Maintenant, si je vous dis d'identifier les priorités de l'Afrique, on doit prioriser quoi? L'éducation, Mhm. l'industrie, Mhm. la santé. Mhm. Il faut qu'on soit quand même fort dans un domaine. Donc, selon le docteur Sawadogo, lequel? C'est ça, en fait, c'est ce qui m'a conduit à produire cet ouvrage, c'est parce que j'ai vu, quand vous interrogez les gens dans la rue, vous leur demandez quelles sont les priorités de l'Afrique, certains diront la santé, d'autres diront la justice, d'autres encore les L'agriculture. infrastructures, l'agriculture, parce qu'il faut manger, Mhm, etc., etc. Et moi, je me suis dit, il faut déjà poser tous ces points, trouver le dénominateur commun. Quand vous prenez la santé, les infrastructures, la justice, l'éducation, il faut essayer de trouver le point commun entre tous ces défis. mhm, Et moi, j'ai trouvé que les deux points communs entre ces défis, c'est la technologie et la bonne gouvernance. mhm, Et derrière la technologie et la bonne gouvernance, il y a l'éducation. Donc, pour moi, la mère des batailles, mhm. c'est l'éducation. Misons dans l'éducation. Grâce à l'éducation, on pourra développer la technologie. Grâce à l'éducation des populations, on pourra aboutir à la bonne gouvernance. Donc, pour moi, sans aucun doute, Il c'est dans faut mettre le l'éducation qu'il faut paquet sur investir. l'éducation. Il faut former L'éducation, le maximum l'éducation de, et l'éducation. de personnes Tout possibles. à fait. Une Très, éducation pour accéder au savoir universel, une éducation également citoyenne pour permettre aux citoyens de se prendre en charge. Alors, vous avez dit aussi les racines profondes de la malgouvernance. Mhm. Selon vous, quelles sont les racines profondes pour conclure? Alors, la racine profonde de la malgouvernance, c'est le fait que les populations ne soient pas à même de pouvoir imposer la bonne gouvernance. Parce que dans un pays, il n'y a pas que les gouvernants, il y a aussi les gouvernés. Mhm. Les gouvernants peuvent avoir des pratiques, mais si en face, on a des gouvernés qui connaissent leurs droits, on a des gouvernés qui ont des leviers d'action. Oui, mais les gouvernés, souvent, quand ils se lèvent Oui, pour revendiquer, on leur tire dessus. Bon, oui, vous avez donné l'exemple du Sénégal, c'est vrai, les jeunes tout se à sont fait. battus Tout à fait. pour préserver leur démocratie, pour garder leur démocratie, Mhm. et puis pour qu'on ne bafoue pas leur choix. Tout à fait. Mais à quel prix? Il y a eu quasiment 100 morts. C'est vrai, et on déplore ces morts. C'est vrai que lutter pour changer un pays, ça demande des sacrifices. Ça demande malheureusement d'aller souvent à un sacrifice ultime. Mais pour moi, quand on est convaincu, il faut y aller parce que derrière aussi, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Si on ne souffre pas, ce sont nos enfants qui souffriront. Très bien, face à la caméra, donc, et pour conclure, eh bien aujourd'hui, si vous devez conseiller, parce que vous-même vous êtes jeune, vous êtes docteur, Ouais. si vous devez conseiller aux jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur direz? Alors, pour moi, le message serait celui de s'instruire, celui de s'éduquer, de se former, de lire, de comprendre le monde. Il faut comprendre comment marche le monde. Si j'ai produit cet ouvrage, c'est parce que j'ai fait des recherches, j'ai essayé de comprendre comment le monde marche. Il faut donc comprendre comment le monde marche, comprendre l'histoire de l'Afrique, comprendre précisément l'histoire de son pays, afin de pouvoir être éclairé. Quand vous êtes éclairé, prenez cette lumière, éclairez votre quartier, éclairez votre village, éclairez vos amis, et ensemble, essayez de porter un projet citoyen pour barrer la route à la malgouvernance et promouvoir donc la bonne gouvernance, promouvoir la science et la technologie dans votre pays. Très bien, donc belle conclusion. Donc voilà le livre Les priorités de l'Afrique du docteur Alfred Sawadogo. Et donc un livre à lire, hein, que je vous conseille de lire parce que c'est un livre très complet, Merci. très détaillé Merci. et donc qui a touché tous les domaines de la vie quotidienne et de la vie politique et sociale Mm. de nos États. Donc, merci, docteur, d'avoir accepté l'invitation. C'est Donc, moi qui je vous remercie. conseille à tous nos téléspectateurs de se procurer de ce livre. Il est Comment? disponible sur Amazon. Sur Voilà, Amazon, comme, voilà. voilà, Si vous allez sur Amazon, vous tapez c'est donc la les question que priorités je de voulais vous l'Afrique. poser. Comment on Voilà. peut se procurer de ce livre? Donc, Sur il faut aller Amazon, sur Amazon, c'est donc ça, vous pouvez Amazon. l'avoir. Mais je vous conseille vraiment vivement de le lire parce que je l'ai lu et il est magnifique, ce livre. Merci. Il est complet, il contribue au développement Merci. et ça concerne tous les États, tous les pays d'Afrique. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la chaîne Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.